choisi pour ta Nézen d'ailleurs? Bah comme ça, j'avais appris qu'ils accueillaient des expositions, je leur ai demandé si je pouvais éventuellement proposer mes dessins ici. Ça a pris quelques temps que ça se fasse, mais maintenant c'est fait, voilà. Et puis bon, et Ponta pourquoi pas, il n'y a pas de honte à être à Ponta. C'est quand même, grâce au Ponticamp des Américains, c'est quand même le seul quartier de Brest à être un peu connu outre-Atlantique. On a tiré profit de quelques faits divers pour lui coller une réputation détestable, mais franchement c'est un quartier tout à fait vivable, je trouve, tout à fait sympathique d'ailleurs. Et puis en plus, on a un point et puis ça nous fait un point commun, puisque non seulement lui aussi il travaille sous un pseudonyme, puisque moi je travaille sous le pseudonyme de Bleuquin, lui il travaille sous le pseudonyme de Europe, et en plus moi aussi il y a des dessins qui ont été réalisés spécialement pour mon nouveau site web que j'avais mis en ligne récemment et qui permettra aux gens de connaître un peu ma bio et mon travail plus efficacement que sur mon blog, donc qui continue à tourner pour sa part. Oui. L'idée à le format qui mérite. Mais bon, d'autres formats parfois s'imposent parce que pour des raisons pratiques. Là, celui-ci par exemple était destiné pour une affiche. Une affiche pour une soirée organisée par l'association Découverte, aujourd'hui le Carré des Arts, dont je suis membre actif, et une soirée qui n'a finalement pas présidée par Tigréat, non? C'est ça, Michael Tigréat, oui. Donc la soirée n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu une embrouille avec le responsable de la salle. Donc je l'expose parce que ça m'a quand même demandé pas mal de travail. Et là en l'occurrence, pour une affiche, le format A3 s'imposait. Comme je ne suis pas chanteur ou musicien, je trouvais que c'était normal de me mettre dans le rôle du barde baïonné. Donc, une petite référence à Astérix Obélix, j'imagine? Bah oui, c'était ça l'idée, oui. Dans le même ordre d'idée, là donc c'est hommage à Marilyn, c'est assez transparent, que j'avais fait en vue d'un colloque sur les sorcières qui avait lieu à l'université de Nancy. J'étais allé faire une intervention sur les belles sorcières dans la littérature jeunesse. Et donc j'avais l'idée de combiner, de faire une Marilyn sorcière. Après tout, 50 ans après sa mort, elle continue de vous ensorceler. Hein. C'est parce que le thème de la belle sorcière m'a toujours passionné. Et donc j'ai fait plusieurs variations sur ce sujet. Et donc il y a celle-ci qui m'amuse. Mais c'est vrai qu'avec Halloween, ça tombait bien. Donc, Baywitch. Bah oui, parce que Arrête à Malibu en français, ça fait Baywatch. Donc je me suis borné à faire un jeu de mots. Voilà. Ah, Pamela avec un chapeau de sorcière? Pas forcément Pamela, il n'y avait pas elle qui avait de gros nichons dans la série. Hein, donc, enfin bon, je ne la connais pas en détail, je vous rassure. Oui, enfin la petite sirène sorcière, quoi. Donc, Et avec au-dessus, on imagine qui c'est? Ouais, c'est Ursula, la méchante de la petite sirène. Mais c'est vrai que je lui ai fait des traits qui ressemblent un peu à ceux d'une célèbre politicienne française, dont le nom est déjà un gros mot de 5 lettres. Et ce dessin était destiné à servir de couverture à Côté Brest, parce que j'écris dans Côté Brest. J'avais fait un dossier complet sur les mystères de Brest. J'avais proposé la rédaction de ça comme couverture. Mais bon, ils ont dû considérer que mettre un dessin en couverture risquerait de désorienter le lecteur. Oui, Guillaume Tell, parce que c'est quand même une source de gags assez infinie. Je sais que Philippe Gueluc, par exemple, qui est qui pour moi est un grand nom d'aujourd'hui, a fait beaucoup sur le sujet. Là, en l'occurrence, c'est venu d'un exercice qu'on nous avait demandé au cours des cours publics des Beaux-Arts auxquels j'assiste. Ah bah Franquin, forcément, Franquin, un dessinateur qui ne serait Maurice pas... aussi. Maurice, c'est peut-être moins évident, c'est peut-être pas vrai que je pense, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Maurice aussi pour son efficacité. Il avait un sens de la synthèse inouïe. Je me souviens notamment de ces cases où il arrivait à suggérer une foule de soldats, enfin une foule de cavaliers, alors qu'on en voyait quelques-uns. Donc il y a cela. Il y a aussi Cabu, forcément, qui pour moi reste ce jour l'un des plus grands caricaturistes qu'on a eu en France. Et aussi Turc, le dessinateur de Léonard, qui pour moi est un vrai virtuose. On n'en parle pas assez et je trouve ça dommage. Donc derrière toi, nous voyons la scène du professeur Vinci. Mais enfin, là, c'est une parodie effectivement de la scène de Léonard de Vinci, dans laquelle je me suis borné à remplacer Jésus et ses apôtres par l'équipe fondatrice de Canal+. Donc, en fait, d'ailleurs, 35 ans, non? Oui, ils ont eu 35 ans récemment. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait pour le Graouli plusieurs articles sur les émissions phares de la chaîne, comme sa cartoon, Nulle part ailleurs, Objectif Nul. Donc, il y a eu 6 articles en tout. J'ai aussi fait quelques vidéos autour de caricatures de grands noms de cette chaîne, comme Bruno Carrette. Bruno Carrette, dont on célébrera bientôt le 30e anniversaire de sa mort. Et d'ailleurs, le 9 décembre, à la fac, pour justement le jour de ce triste trentenaire, je ferai une conférence sur un épisode d'Objectif Nul, consacré à l'épisode de cette série où on voit une parodie du chant 12 de l'Odyssée. Le chant 12, où Ulysse rencontre les sirènes. Et je peux déjà dire une chose, c'est que les nuls avaient presque tout bon. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des bouffons qui passent à la télé n'oseraient même pas évoquer l'Odyssée de peur de passer pour des
des intellos auprès de leur public et que décérébrés, on mesure quand même que à quel point c'était une bonne époque. Hein. Est-ce que Chabat il se retrouve sur la scène? Bien sûr, c'est le deuxième en partant de la gauche, là, entre Alain de Greff entre Alain de Greff et Antoine Decaune. Donc, j'ai pas fait les autres nuls parce que Alain Chabat était le seul à avoir déconnu les abonnés de Canal dès la fondation de la chaîne. Il présentait la météo à l'époque. Donc on voit aussi Lescure, évidemment. Oui, en train de discuter passionnément avec Charles Billetry, qui était le patron des sports, et bien sûr Philippe Gildas, oui, qui était formidable. Et le Jésus Rousselet. Oui, André Rousselet, oui, donc, qui est le patron historique de la chaîne, qui Canal de ses meilleures années. Dommage qu'il n'y a pas Didier Lambrouille. Il y a quand même Antoine Decaune, hein, donc. Mais Antoine Decaune de l'époque de surtout l'après-midi, l'émission rock qu'il co-présentait avec Gilles Verland. Gilles Verland qu'on peut voir ici. Donc, Gilles Verland, un journaliste rock belge qui est mort d'une chute d'escalier en 2013, si mes souvenirs sont bons. Donc, là, c'est plutôt tiré de mes carnets. On peut reconnaître certains artistes qui sont produits sur la scène brestoise, qui pour certains s'y produisent toujours, comme Lilou ici, ou Johanna Lanois, ou à côté Douglas Hinton et Britney et Kirk. Donc, et toujours dans le cadre des carnets, ce petit croquis que j'avais fait lors d'un séjour en Alsace. Oui, donc, en l'occurrence, c'est parce que grâce à l'association Découverte, j'ai été amené, enfin aujourd'hui le Carré des Arts, ou encore aujourd'hui le collectif Synergie, je suis amené à côtoyer cette scène brestoise, et donc quand je suis dans un spectacle, dans un concert, c'est un bon cadre pour dessiner, puisque en général on est installé, on peut dessiner à l'aise, donc et puis en général le sujet ne bouge pas tant que ça. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc alors. Tu es dessinateur, conférencier, scénariste, tu as écrit dans Côté Brest, et tu postes aussi des articles, comme tu disais, dans les Cahiers de l'Iroise. Sinon, il y a aussi les cours que je donne avec la faculté Victor Ségalen sur la bande dessinée francophone. Oui. Il y a une UE4 qui s'est créée l'année dernière sur la bande dessinée et on m'a demandé d'assurer les cours d'histoire des BD francophones. Donc c'est destiné aux étudiants de première année. Le week-end du 16 et du 17, je serai au salon du livre à livre ouvert, organisé par le collectif Synergie, donc au cours de laquelle il y aura beaucoup d'auteurs présents, une quarantaine je crois, et aussi ça se déroule où? Au Parc Expo de Pincel. Donc, il y a aussi des animations, une scène ouverte, des conférences. J'en donnerai justement une sur mon travail de caricaturiste. Puis il y a mon album Vivement la mort qu'on se repose un peu, qui est encore disponible en principe. Donc, tu contribues aussi au Graouli déchaîné. Ça fait longtemps, ça fait une dizaine d'années déjà. C'est une des rares choses positives qui me soit arrivée grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs, c'est de rencontrer les gens du Graouli qui sont tombés sur ce que j'écrivais, enfin sur ce que je dessinais aussi, et qui m'ont demandé si ça m'intéressait de participer à leur site. J'ai bien voulu parce que ça me donnait une visibilité supplémentaire, et puis ça m'a donné confiance en moi pour l'écriture parce que j'étais persuadé avant eux que je n'avais pas un talent particulier pour l'écriture, donc ils m'ont convaincu du contraire. Mais c'est vrai qu'on vit une époque où tout le monde est plus ou moins persuadé d'avoir du talent pour la littérature, mais il y a beaucoup de déchets. Donc. Ici il y a une planche, c'est un hanche qui m'a valu le prix du scénario à un concours de jeunes talents dans le cadre du festival de Perros-Guirec. Donc ils avaient reçu beaucoup de planches, il y en avait beaucoup qui étaient très bien dessinées, il y avait une virtuosité graphique, mais en général c'était des coquilles vides, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de scénarios. Donc. Et ici c'est plus graphique, c'est un dessin que j'ai fait justement pour célébrer les 10 ans de l'association Le Carré des Arts. Donc en principe il y a un grand spectacle qui sera prévu en début 2020. Donc, ça pourrait représenter la liberté d'expression? Il y a un peu de ça. J'ai seulement voulu représenter la diversité et des pratiques qu'on essaie de défendre au sein de l'association. Donc la musique, l'écriture, les arts graphiques et la photographie. Donc, pour toi, la liberté d'expression en France en 2019, tu la vois comment? Franchement, je vais peut-être aller à rebours d'un discours un peu dominant, mais je trouve qu'on a plutôt de la chance par rapport à cette époque, parce qu'on n'arrête pas de nous dire ouais, à l'époque Charlie Hebdo, de Harakiri, c'était mieux, on pouvait tout dire, mais vous savez, quand les anciens de Harakiri, comme Delphey de Thon, quand vous dites aujourd'hui on pourrait, et plus, parce que je crois qu'à l'époque on pouvait, il ne faut pas oublier que ce qu'ils a tué à petit feu, c'était les procès, les interdictions, on coulait dessus. Quand Harakiri s'est créé en 1960, on dit la France est dirigée par un militaire, pas n'importe quel militaire, d'accord, parce que c'est De Gaulle, mais un militaire quand même, avec tout ce que ça comportait. En fait, on ne s'en rend peut-être pas compte, parce que c'est vrai qu'il y a eu l'épisode des années Sarkozy, on a vu des humoristes qui ont été censurés, mais bon, c'était juste une mauvaise espace. Donc, en fait, on a incomparablement progressé en termes de liberté d'expression sur le long terme. Et d'ailleurs, en général, ceux qui vous disent on ne peut plus rien dire, c'est quoi? Mais c'est des gros bofs, c'est des fachos qui se plaignent de ne plus pouvoir traîner dans la boue les femmes, les
Noirs, les Arabes, bref, tout ce qui ne ressemble pas à un mâle blanc. Et j'ai envie de leur dire, mais fermez vos gueules puisque les gens ne pouvaient rien dire, parce que figurez-vous qu'on entend que vous. Si vraiment on ne pouvait rien dire, et ben on vous entendrait même pas. Et puis, en fait, ils sont nostalgiques d'une époque où les Noirs, les Arabes, les femmes, les handicapés n'avaient droit qu'à fermer leur gueule. Aujourd'hui, ces gens qui faisaient partie c'était toute une frange de la population qui pendant des années n'a pas eu le droit à la parole. Aujourd'hui, elle l'a conquis. Et c'est justement pour ça que les néo-réacs aujourd'hui ne peuvent plus rien dire sans qu'on leur fasse savoir à quel point c'est scandaleux. Donc, ça, c'est venu d'un exposé de Sébastien Carnet, maître de conférence en histoire à la fac Sénégal, qui donc parlait du monument américain, et donc du monument américain sur Brest, elle disait entre autres que par ce monument, les Américains se présentaient comme les nouveaux maîtres des mers. Et donc, j'ai voulu un peu rabattre son caquet à l'oncle Sam à travers la figure de Poséidon, Neptune pour les Romains, Poséidon qui est l'incarnation des forces de la mer, qui sera toujours plus forte que les humains. Il ne faut pas faire division là-dessus. C'était aussi dans le cadre des beaux-arts des cours publics des beaux-arts auxquels j'assiste. Il fallait s'inspirer de photos d'insectes et les métamorphoser. Bon, au début, j'ai fait un peu fausse route. Ce n'est pas tout à fait ça que la prof attendait, mais je les prends quand même parce que j'en suis assez content. Ça reste de bonnes idées. Donc, un insecte transformé en cendrier et un autre en stylo bille.